Toujours avec nous au Paris-Saclay Summit 2026. Merci à ceux qui nous ont rejoints, qui sont en train de nous rejoindre. Je vais vous demander de vous installer rapidement, si vous y arrivez, évidemment. Il y a un petit peu de lumière, ça devrait aller. Nous sommes toujours ici dans cette salle André Michelin à Centrale-Supélec. Une nouvelle session qui va s'ouvrir à l'instant, dans laquelle on va encore faire la part belle à la recherche en psychiatrie. La psychiatrie qui entre dans une nouvelle ère où l'on agit directement sur les circuits du cerveau pour soigner les TOC ou encore la dépression. C'est assez incroyable, vous allez l'entendre. Et pour nous éclairer, nous accueillons Philippe Domenech, psychiatre et professeur des universités en psychiatrie et neurosciences à l'hôpital Sainte-Anne, Université Paris-Cité. Cette présentation sera guidée par Olivier Hertel, journaliste au Point. Très bon échange à tous les deux. Merci beaucoup. J'aimerais peut-être qu'on commence cette présentation avec quelques chiffres pour qu'on ait un peu une idée de ce que représente de l'ampleur des maladies psychiatriques en France ou plus généralement dans le monde, mais c'est quand même assez important. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres ? Oui, bien sûr. C'est vrai que la psychiatrie, c'est en fait un enjeu de santé publique majeur. La psychiatrie, ça va toucher un Européen sur 5, au moins une fois dans sa vie. C'est une maladie, ce sont des maladies qui sont extrêmement fréquentes. Pour vous donner une idée, un Français sur 4 va souffrir au moins d'un épisode de dépression. 2% de la population ont des troubles obsessionnels compulsifs. C'est une des 10 causes les plus graves de perte de qualité de vie. Et c'est d'autant pire que toutes ces maladies en psychiatrie sont des maladies du sujet jeune. Certaines commencent même dans l'enfance. Beaucoup commencent à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Et c'est des maladies qui sont, pas toutes, mais la plupart d'entre elles, chroniques. Donc c'est-à-dire que les gens vont vivre avec toute leur vie. Un peu comme le diabète. Et donc, comme c'est des maladies sujets jeunes, avec lesquelles les gens vont vivre toute leur vie, que ça génère beaucoup de handicaps, eh ben, ça génère énormément de complications, de perte de chance, de perte de qualité de vie, et aussi de mort, parce qu'en fait, les gens meurent des maladies psychiatriques. Quand on a une maladie psychiatrique, on a quand même, en moyenne, plus de 10 ans d'espérance de vie perdue, du fait de la maladie, du fait des tentatives de suicide, mais aussi du fait des difficultés de fonctionnement qui font que vous avez moins accès au système de santé primaire. C'est-à-dire que les gens qui ont des maladies psychiatriques, ils meurent de choses très bêtes, de pathologies cardiovasculaires qui ne sont pas bien prises en charge, et ainsi de suite. Chez les sujets jeunes, les 20-30 ans, c'est la première cause de mortalité. Ouais. C'est encore la première cause de mortalité entre 30 et 40. Alors, ce qui aggrave un petit peu le tableau, j'ai envie de dire, c'est le fait que souvent, il y a des traitements, souvent efficaces, mais souvent aussi, certains patients sont résistants à ces traitements, et donc là, ça devient encore plus difficile. Alors, c'est vrai qu'en psychiatrie, la résistance aux traitements conventionnels, c'est un gros sujet. C'est-à-dire que dans ces maladies psychiatriques, si vous voulez, il y a à peu près en moyenne, si on fait la moyenne au travers de toutes les maladies, 20% des patients qui ont une maladie psychiatrique qui ne vont pas bien réagir au traitement simple, c'est-à-dire une ou deux lignes de traitement médical, plus ou moins un traitement psychothérapeutique validé, typiquement des thérapies cognitives et comportementales. Là, je fais un truc un peu large parce que je vous parle de toutes les pathologies d'un seul coup, mais pour vous donner une idée globale, ces 20% de patients, ils vont générer 80% du handicap, 80% de la dépense de santé. Et le fait est qu'en réalité, ne pas répondre à 2 traitements bien conduits, ça va vite. C'est quelque chose, c'est un assez bas niveau finalement. Alors, vous évoquiez justement tout à l'heure un point qui me semble important, c'est que les maladies psychiatriques généralement apparaissent très tôt chez les jeunes, à partir entre 15 et 25 ans. Et donc ça nécessite aussi d'être particulièrement vigilant à cette période-là de l'enfance, de l'adolescence et Oui, c'est vrai que comme ça arrive très précocement, chez des jeunes patients dont on a l'a priori qu'ils sont en bonne santé, ils sont jeunes, ils sont censés aller bien, ils sont censés aller à l'école, et bien souvent, c'est vrai que s'il n'y a pas une vigilance particulière, il peut y avoir un véritable retard au diagnostic. C'est-à-dire déjà, il peut y avoir un gros retard entre le moment où les problèmes apparaissent, où l'adolescent s'en plaint parce qu'il comprend que c'est pas normal, parce qu'il y a déjà ça. La première étape, c'est se rendre compte que c'est pas normal, en parler, puis après aller faire la démarche de diagnostic. Et puis par-dessus ça, il y a d'autres problèmes. C'est-à-dire que clairement, dans certaines maladies, il y a des sous-diagnostics, il y a des mauvais diagnostics, trop fréquemment, trop systématiquement. La résistance, c'est aussi ça. C'est aussi rencontrer un professionnel qui se trompe de diagnostic pour commencer. Parce qu'en psychiatrie, si vous avez mis un mauvais diagnostic, vous aurez le mauvais traitement, ça ne va pas marcher.
Puis c'est peut-être aussi un âge difficile où on n'a pas forcément envie de parler de psychiatre et de psychiatrie. Donc j'imagine que ça aussi, ça contribue peut-être à la résistance. Alors oui, mais moins maintenant qu'avant. Je pense que les générations actuelles, pour plein de raisons culturelles, en parlent plus facilement. Non, je pense, enfin, c'est mon opinion. Et puis, alors, comme je ne suis pas épidémiologiste, je n'irai pas plus loin. Je vous le donne juste moi ce que j'en pense. Moi, je pense qu'il y a une véritable difficulté. C'est pas facile de se rendre compte que certaines émotions qu'on a, certains comportements qu'on a, sont pas juste minoritaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste le seul dans le groupe de copains à l'avoir. C'est qu'en fait, c'est juste une vraie maladie. Et ça, moi, il y a plein de patients, au début des symptômes, ils me le décrivent bien, en fait, qu'il y a une espèce d'errance pendant quelques années où ils voient bien qu'il y a un souci, ils voient bien qu'ils sont particuliers, mais ils n'ont pas encore forcément réalisé qu'ils sont malades, en fait. Alors, sans rentrer dans le détail de toutes les différentes pathologies, que ce soit la dépression, le TOC, la schizophrénie, etc., quels sont les signaux qui doivent alerter aussi bien peut-être les gamins que les parents? Est-ce qu'il y a des éléments un peu récurrents qu'on retrouve et qui doivent... C'est très variable d'une maladie à l'autre en réalité. Donc il n'y a pas, ça serait un peu facile. Après, je dirais que de manière générale, un enfant qui fonctionne moins bien, dont les résultats chutent à l'école, on ne comprend pas trop, qui se replie, qui fonctionne moins avec les amis, c'est de toute façon un signal d'alarme en général. Un adolescent qui va bien, il est content dans ses études, il a des bons résultats, il a des copains, il a des copines, il a des activités. Et c'est quand il y a une cassure dans ça, ça doit de manière générale être un signal d'alerte. Mais au-delà de ça... Alors, juste avant, on a parlé dans la dépression de l'utilisation des psychédéliques. Donc, on voit bien que le champ des moyens thérapeutiques est en train de s'élargir. L'arsenal est de plus en plus important. Vous, votre spécialité, c'est la neuromodulation. Alors, est-ce qu'on peut d'abord expliquer ce que c'est que la neuromodulation et quelles sont les intentions, en fait? Oui. Le traitement psychiatrique conventionnel, c'est des médicaments, des psychothérapies et des interventions médico-sociales. C'est un champ. Donc après, on utilise plus ou moins certains axes en fonction des pathologies. Par exemple, dans la schizophrénie, les médicaments, c'est très important. Il y a d'autres maladies dans lesquelles la psychothérapie vraiment est au premier plan. Des fois, c'est balancé. La neuromodulation vient quand on a échoué à un certain nombre de traitements bien conduits conventionnels. Et c'est parce qu'on commence justement à parler de résistance. Et la neuromodulation a ce site particulier qu'elle va soigner sans substance en venant directement modifier par d'autres moyens l'activité du cerveau. Donc souvent, ça implique l'usage de différents moyens physiques, champs électriques ou autres, pour directement venir modifier ce que font les neurones. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a une dysfonction entre guillemets dans le cerveau et qu'on va essayer de rétablir par des moyens physiques. On va en parler. C'est ça, exactement. Ouais. Donc on peut parler peut-être des différentes techniques que vous utilisez. Donc celle qui arrive peut-être en première ligne, c'est la TMS peut-être. Oui, alors bon, du coup, ces nouvelles techniques sont en train ça, c'est une des révolutions en cours vraiment en psychiatrie actuelle. Le 2025, c'est vraiment l'ère de la neuromodulation et c'est en train donc de se structurer dans une nouvelle spécialité qu'on appelle la psychiatrie interventionnelle, qui d'ailleurs englobe aussi la médecine psychédélique. Et clairement, on a plein d'outils. Un outil important qui s'est beaucoup développé, c'est la stimulation magnétique transcrânienne. La stimulation magnétique transcrânienne, depuis quelques années, parce que c'est des percées qui sont quand même assez récentes, ça fonctionne extrêmement bien pour les troubles de l'humeur. C'était moins clair 5 ans en arrière, mais il y a vraiment eu un gros changement là très récent. Et maintenant, on a vraiment fait des progrès. Et maintenant, ça fonctionne bien, y compris dans les dépressions résistantes. Donc la stimulation magnétique transcrânienne, en fait, on va moduler l'activité de certains réseaux cérébraux dont on sait qu'ils sont impliqués dans la régulation de l'humeur, justement grâce à des champs magnétiques. Donc les champs magnétiques, en fait, quand on les fait varier, ça induit du courant électrique. Alors, on a tous fait cette expérience au lycée. Donc c'est un aimant, pour le dire simplement, c'est un aimant avec un courant. Voilà. C'est une bobine, et en fait, en faisant passer du courant, en fait, on induit un petit courant électrique qui est extrêmement faible, mais à distance de la bobine, à quelques centimètres, et ça permet comme ça d'aller modifier l'activité du cortex, la partie superficielle du cerveau, directement au travers du crâne, sans avoir à intervenir, c'est-à-dire être invasif. Et donc, après, toute la subtilité, c'est de savoir comment on applique ce courant, avec quels paramètres. Et donc, ça a été l'objet de grosses recherches. Il y a eu plus de 20 années de recherche pour trouver comment faire. Mais maintenant, on sait globalement où le faire, comment personnaliser la cible, combien, à quelle intensité. Et c'est vrai que maintenant, on a des résultats qui, quand même, sont assez spectaculaires dans la dépression, par exemple.
C'est-à-dire qu'il faut arriver à bien focaliser le champ magnétique en question pour cibler la bonne zone, à la bonne profondeur. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir pour une personne donnée où aller pour être dans le bon réseau cérébral, parce qu'on est tous un peu différents, si vous voulez, et le cerveau, c'est quelque chose d'assez précis. Et il se trouve que des fois, chez une personne donnée, à 2 cm près, on n'est pas au bon endroit. Mais maintenant, on sait comment, avec l'imagerie fonctionnelle, corriger ça pour chaque personne. Et puis après, il faut que la bobine effectivement soit correctement positionnée. Et ensuite, il faut savoir quelle stimulation appliquer. Mais c'est vrai que quand on a tout ça, ça marche quand même très bien, en particulier sur l'humeur. Par contre, ça ne marche pas pour tout. Il y a plein de maladies pour lesquelles on ne sait pas encore faire avec la stimulation magnétique transcrânienne. C'est pour ça qu'il y a d'autres techniques aussi. Alors, j'ai eu la chance d'assister à une séance justement, donc on voit effectivement qu'on a l'imagerie qui permet d'avoir un peu le plan entre guillemets du cerveau de la personne, et un bras robotisé qui va venir déplacer la bobine de manière, donc la bobine électrique, enfin la bobine de fil avec son courant électrique qui va générer ce champ magnétique, qui va se déplacer très précisément en fait pour. Oui, alors on fait pas ça à la main. Alors ça, c'est vrai que c'est les plateformes qu'on a dans l'Institut de neuromodulation, là où je travaille, qui sont vraiment l'état de l'art de ce qui se fait. Donc en fait, l'état de l'art, c'est effectivement un bras robotique tient la bobine. Il y a des capteurs qui filment en temps réel la position du patient. Le bras robot va s'adapter à tous les mouvements de façon en fait à ce qu'il n'y ait pas de décalage au millimètre près de la zone qui est stimulée. Et on a fait en amont du traitement de l'imagerie par IRM pour analyser la structure du cerveau et les réseaux fonctionnels pour les localiser. Et donc le robot est connecté à l'image, entre guillemets. Voilà, le robot est connecté à un ordinateur qui a en banque tout un tas d'images du cerveau en fonctionnement qu'on a pré-traité. Et il se sert en fait d'une espèce de boucle de rétrocontrôle visuel pour toujours maintenir la bobine au bon endroit. Alors, on va parler d'une autre technique qui est plus invasive, qui est aussi assez spectaculaire. C'est la stimulation profonde, la DBS. On l'utilise dans quelle situation, pour quelle indication ? Alors, la stimulation cérébrale profonde, ça a déjà été introduit en médecine du côté de la neurologie. C'est arrivé par la médecine avec les travaux de Ben Habid, qui était professeur de neurochirurgie à Grenoble, de Pollack aussi. Et les premières indications, ça a été le tremblement essentiel et la maladie de Parkinson. Donc vraiment des indications neurologiques du mouvement anormal. Et il se trouve que assez rapidement, les premières chirurgies vraiment dans des pathologies psychiatriques, c'était 2004 par là, on s'est rendu compte que c'était aussi utile pour les maladies psychiatriques, en particulier pour le trouble obsessionnel compulsif, où c'est vrai que la stimulation cérébrale profonde a des résultats qui sont quand même spectaculaires. Donc le traitement consiste à implanter 2 électrodes, une par hémisphère, parce que le cerveau il a 2 côtés, dans une zone qu'on appelle un noyau profond. C'est des petits noyaux qui servent un petit peu c'est un peu des hubs, des points de connexion qui reroutent toute l'activité de l'avant du cerveau. Donc on met une électrode de chaque côté là-dedans. Et donc tout ça c'est implanté par un neurochirurgien, c'est refermé. C'est très spectaculaire d'ailleurs. Cette chirurgie-là est très spectaculaire parce que pour que vous ayez une petite idée, il faut faire entrer une électrode qui est effectivement très fine, mais il faut qu'elle soit tenue et donc il faut percer, faire un trou à travers le crâne pour pouvoir l'implanter. Donc le trou est quand même relativement important. L'électrode, ça fait 800 microns. Donc effectivement, il y a un petit trou de trépan qui est fait et la chirurgie, en fait, est pas dangereuse, pas douloureuse, mais elle doit être extrêmement précise. On est à une précision qui est de l'ordre du millimètre et idéalement même en dessous, ce qui fait que en réalité, c'est une chirurgie qui se fait avec un bras robot aussi, avec un scanner qui tourne en temps réel au sein du bloc pour tout le temps localiser dynamiquement. Reflet de temps en temps des images pour être sûr qu'on est bien positionné. Et donc exactement, le chirurgien va en temps réel vérifier que l'électrode progresse pour arriver au bon endroit. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment de la chirurgie extrêmement précise. Quand c'est bien fait, et bien à la fin, donc, le patient il a une électrode par côté. Tout ça, c'est internalisé. Il a un petit pacemaker implanté qui est sous la peau. Ce pacemaker, en général, ils sont rechargeables, ils ont 25 ans de durée de vie. C'est un peu comme votre iPhone, ça se recharge par induction une fois par mois. Et ça va appliquer un courant électrique qui est très faible à haute fréquence dans le cerveau. Et ça va, de manière surprenante, enlever les TOC ou
la plupart du temps, au strictumum, les diminuer radicalement. C'est-à-dire qu'il y a un petit boîtier avec 2 petits fils qui partent, qui vont être reliés sous le cuir chevelu, donc on ne les voit pas, tout est sous la ça, peau. exactement. Tout est sous la peau. Et nous, en fait, quand on reçoit les patients, on a un ordinateur qui se connecte par télémétrie en fait, au système. Sur le petit boîtier. Sur le petit boîtier. Et puis pendant qu'on discute avec eux et qu'on fait notre métier de psychiatre, parce qu'on fait aussi tout le reste, en même temps, on regarde un petit peu les stimulations. Des fois, on les ajuste. Oui, c'est ça, parce que ça ne marche pas du premier coup. Souvent, ça demande des réglages, ça peut même être assez long pour chaque patient. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est une bonne analogie, c'est l'ordinateur, c'est qu'il y a le hardware et le software. C'est-à-dire que vous achetez un ordinateur flambant neuf, vous êtes content, mais si vous n'avez aucun logiciel à faire tourner dessus, il ne va pas se passer grand-chose. Là, c'est exactement pareil. C'est que le chirurgien, quand il a positionné son système de neuromodulation, après, il faut tout programmer. Et ça, c'est clairement notre métier, nous spécialistes de neuromodulation, c'est-à-dire que c'est à nous de voir en fonction de où est l'électrode, de tests fonctionnels qu'on fait, comment on doit stimuler, à quel endroit, comment on ajuste les paramètres pour que pour une personne donnée, ça marche. Et ça, on restreint l'espace des possibilités, mais il y a un moment donné où on doit il y a quand même des trucs qu'on doit faire par essai-erreur. Et donc, souvent, moi, ce que je dis aux patients, c'est la chirurgie, c'est un package. Et une fois que vous avez la chirurgie, c'est que le commencement. Et derrière, il faut bien compter une bonne année, voire une année et demie de réglage pour vraiment trouver le résultat optimal. Alors, ça peut sembler long et compliqué, mais je pense qu'il faut décrire ce que c'est qu'un TOC sévère, résistant, sans traitement, quand on ne peut pas le traiter. Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître long, mais on parle de gens qui ont souvent des dizaines d'années d'évolution avec des symptômes terribles. Donc le trouble obsessionnel compulsif, c'est déjà une maladie fréquente, 2% de la population, d'accord. Et il y a à peu près 20% de ces gens-là, en fait, ils vont avoir un TOC gravissime, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir 8, 10, 12, 14, 16, 18 heures par jour, où ils vont faire que des symptômes du TOC. Donc les symptômes du TOC, c'est quoi? Ça va être des obsessions, une idée qui s'impose à eux. Par exemple, j'ai pas fermé la porte, j'ai oublié de fermer le gaz, j'ai peut-être transmis une maladie à ma mère en lui serrant la main parce que quand même la barre là dans le bus, elle avait l'air un peu louche. Ça peut être des choses de nature plus morale. Les patients qui ont des TOC, ils ont aussi des pensées intrusives qu'ils trouvent dégoûtantes. Donc ça peut être religieux pour les gens qui adhèrent à ces choses-là. Ça peut être sexuel. Beaucoup, en Europe, on voit encore beaucoup d'intrusions pédophiles. Ça, c'est quelque chose... En gros, plus c'est gros, plus ça marche. Ça, c'est l'idée du TOC. Plus ça fait peur, plus ça dégoûte. Alors, juste pour préciser, ça ne veut pas dire que les gens sont pédophiles, mais ces idées les envahissent, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, au contraire, ils ne le sont pas. Ils le disent très bien. Ils trouvent ça dégoûtant. Mais c'est des pensées imposées, intrusives, et qui les font se sentir extrêmement mal. Et donc, l'autre versant du TOC, c'est les rituels. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les gens qui ont cette maladie c'est leur point de vue, c'est comme ça qu'ils le décrivent, pour faire tomber ces émotions négatives. Derrière, ils font des choses pour se rassurer. Donc ça peut être de vérifier les portes, ça peut être, conjurer le fait de ne pas être pédophile en sautant sur un pied. C'est très varié en fait, en réalité. Le truc en commun, c'est que c'est stéréotypé, c'est toujours la même chose. Ça a tendance à se complexifier avec le temps. Et si c'est pas bien fait, les gens ils le refont jusqu'au moment où ils trouvent que c'est bien fait. Donc en pratique, ça peut prendre des heures et des heures. Et le TOC, il y a moins de 10% des patients qui n'ont qu'un seul épisode dans leur vie. La norme, c'est que c'est une maladie chronique. Vous ne la traitez pas, sa pente naturelle, c'est de s'aggraver, de se complexifier. Et de toute façon, quelqu'un qui a un TOC très sévère, vous le laissez 20 ans pas traité, il ne peut plus rien faire. Moi, j'ai des patients qui ne peuvent même plus s'alimenter, qui ne peuvent même pas s'essuyer après être aux toilettes tout seuls. Donc, ils ont besoin d'aide, en fait, de gens pour les aider, quoi. Alors, pour qu'on comprenne bien ces rituels, j'avais interviewé une de vos patientes qui avait accepté de nous répondre, c'est que ça peut être par exemple une pensée qui surgit à un moment donné avec un environnement qu'elle peut observer, et pour chasser cette pensée, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle répétait sans arrêt la scène qu'elle venait de vivre, mais il fallait que ce soit parfait. Mais le problème, c'est que s'il y avait un avion ou un oiseau qui passait dans le ciel, ça vous le reproduisez pas, quoi. Ouais, c'est vrai que ça c'est une Alors en fait, il y a plusieurs variantes. Donc il y a une variante obsession symétrie où les gens ils comptent par exemple en puissance de 8. Alors puissance de 8 c'est dur parce que ça monte vite, mais moi j'ai des patients, des fois ils vont répéter 500, 1000, etc. Et il y a la variante que vous décrivez où là c'est ce qu'on appelle la sensation de just right, c'est-à-dire qu'en fait ils font jusqu'au moment où ils ont l'intime conviction que ça y est c'est bon, ils l'ont bien fait. Mais c'est vrai que ça peut, du coup comme il n'y a pas de limite dure, ça peut effectivement, objectivement prendre des jours. Moi j'ai des patients, quand on leur demande le pire rituel qu'ils ont fait, des fois, et c'est pas rare, ça se compte en jours, sans dormir.
C'est un enfer, ouais. C'est vraiment l'enfer, oui. Voilà. Donc, du coup, ce qui est assez rassurant, c'est qu'on se rend compte que la DBS, dont on a parlé juste avant, montre quand même des résultats extrêmement encourageants. Et c'est spectaculaire. Hein. Je veux dire, avec les techniques conventionnelles, on est à 75% de gens qui sont répondeurs. 3 sur 4, chez des gens qui ont échoué à répondre à plus de 8 lignes de traitement, des combinaisons jusqu'à 4 ou 5 traitements à haute dose mélangée, de la thérapie comportementale, et qui ont des fois 10, 20, 30... La personne que j'ai soignée qui avait la plus grosse évolution, elle était à plus de 50 ans d'évolution. Alors, je crois que la personne que j'avais vue en chirurgie qui était soignée pour un TOC, vous avez eu des nouvelles après Oui, c'est vrai que, oui. Alors là, comme on disait, hein, donc y a le temps de réglage est long, mais des fois on tombe bien du premier coup et il se trouve que la personne que vous aviez vue, là on est plutôt bien tombé. Donc là, 3 mois après, elle allait bien. Donc elle nous a envoyé un mail qui était très émouvant pour nous souhaiter la bonne année et nous annoncer que ça y est, des TOC qui étaient auparavant permanents et qui lui laissaient aucun temps libre, hein, qui l'occupaient plus de 14 heures par jour, puisqu'en fait cette personne dormait plus que quelques heures par nuit, avait complètement disparu. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur le développement de ces techniques-là? C'est-à-dire qu'elles sont accessibles à tout le monde? Ou est-ce que c'est encore un peu compliqué à les faire reconnaître et à les faire rembourser notamment? Ça se fait qu'à l'hôpital? Alors, malheureusement, la stimulation cérébrale profonde en psychiatrie, pour l'instant, rien n'est remboursé. Tout se fait dans le cadre de protocoles de recherche, c'est-à-dire que c'est la recherche qui finance tout. Les remboursements, c'est que pour la neurologie, maladie de Parkinson, tremblement essentiel, dystonie. Et c'est vrai qu'on est bien embêté parce que en fait, ça fait 20 ans qu'on fait des protocoles de recherche et qu'on montre que ça marche. Mon groupe à Paris, les groupes grenoblois, les gens en Hollande, les Américains, les Canadiens, enfin, et on montre tous la même chose en fait. Les chiffres. Un consensus, quoi. Enfin... C'est-à-dire que les chiffres dont je vous parle là, vous faites la chirurgie dans mon centre, c'est comme ça. Vous la faites à Toronto, au Canada, qui est un autre grand centre mondial, et vous avez les mêmes résultats. Parfaitement bien reproduit, malheureusement. Ouais, d'ailleurs, on a tous co-signé au niveau mondial un papier il y a quelques années dans Nature Medicine pour dénoncer la situation, parce qu'en fait, elle n'est pas que française celle-là. Hein. C'est vrai que ce déni d'accès, nous on parle carrément de déni d'accès aux soins par les systèmes de santé. Et qui est plurifactoriel. Je pense qu'il y a une forme de psychophobie derrière. En gros, la psychiatrie, c'est dans la tête, c'est pas grave. De l'institution, vous voulez dire, enfin de l'administration, du moins. Je pense que c'est les sociétés et puis les décideurs aussi. Je pense que la psychiatrie, c'est pas grave en fait. La psychiatrie, faut faire un petit effort. Oui. Alors que les gens se suicident. Alors que, vous voyez, là, ce dont je vous parle, c'est des maladies qui sont. Moi, je pense que c'est dans les pires maladies dont on puisse parler, toutes spécialités confondues en fait. C'est horrible. Hein. Je crois qu'on va avoir des questions. Je pense, alors on va s'y mettre, effectivement. Merci à tous les deux. C'est donc un petit temps maintenant pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions dans la salle, levez la main, on va vous apporter un petit micro. On ne pourra évidemment malheureusement pas toutes les prendre, mais voilà, j'ai vu cette main se lever en premier ici, voilà, allez-y. Oui, bonjour docteur, vous m'avez beaucoup impressionné par la quantité de gens qui ont l'air d'être concernés par ces problèmes. C'est quelque chose qui se développe parce qu'on est dans une société plus compliquée ou autrefois on ne faisait pas attention à ces choses-là, ou les thermomètres ont changé aussi, donc on les détecte mieux? Alors, ça dépend. Il y a des maladies comme le TOC ou la schizophrénie. En fait, les chiffres, ils n'ont pas changé. Ils ont toujours été les mêmes depuis qu'on sait les mesurer. Et ils sont même stables au travers des contextes culturels. Le TOC, pour tout vous dire, en fait, les estimations d'avant étaient même un peu plus larges. On pensait plutôt vers 3%. Et là, on a révisé. En fait, on pense que c'est plutôt 2%. La schizophrénie, les estimations, c'est entre 0,5 et 1% de la population. Il y en a d'autres pour lesquels ça a augmenté, parce qu'effectivement, on ne savait pas bien les mesurer avant, et là, on y arrive mieux. C'est notamment le cas des troubles attentionnels. Et donc, l'un dans l'autre, je dirais que mon point de vue de psychiatre, c'est que pour la plupart des maladies, non, ça ne bouge pas, on sait juste mieux les diagnostiquer. Après, bien sûr, en psychiatrie, il y a certaines pathologies qui sont plus fréquentes quand l'environnement évolue. C'est le cas par exemple de la dépression. Et clairement, moi je ne suis pas un spécialiste de ça, donc il faudrait demander à des gens qui sont des épidémiologistes spécialisés. Mais ce que je lis, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation de la prévalence de la dépression, en particulier chez les sujets jeunes. Et ça, la plupart des épidémiologistes ont l'air d'être d'accord avec ça. Voilà, donc en fait la réponse est complexe, c'est un peu un mélange des deux. Une autre question? Alors, on va passer de l'autre côté. Peut-être ici, il y a deux jeunes filles. Je ne sais pas si... Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé des TOC pédophiles, mais du coup, est-ce qu'au fur et à mesure, ça peut
devenir des personnes qui deviennent après vraiment pédophiles en fonction des TOC? Alors, merci pour cette question, c'est une excellente question. Et la réponse est non. En fait, de mémoire de médecin, jamais. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on a une collaboration avec les services médico-pénitentiaires, parce qu'il y a des patients TOC qui viennent se livrer à la police. Et donc, les psychiatres qui les reçoivent nous les renvoient en disant bon, bah, lui, il a un TOC, est-ce que tu peux t'en occuper? Non, la dangerosité est absolument nulle, en fait. Et j'insiste là-dessus, le TOC, ça marche quand ça fait flipper les gens, quand ça les dégoûte. Et donc, dans les obsessions religieuses, morales ou sexuelles, les gens ont des intrusions mentales qui les dégoûtent dans leur référentiel culturel. Vraiment. Et donc, le moteur psychologique, c'est le dégoût. Donc, c'est vraiment profondément pas compatible avec la pédophilie. Merci. On va prendre une question en haut à gauche, puisqu'apparemment, je ne vois pas bien là-bas en plus. Donc, allez-y, je vous en prie. Bonjour. Concernant le traitement avec la disquette et les impulsions électromagnétiques, c'est à quelle durée, à quelle constance, quelle durée dure ce traitement? Alors, j'ai pas parlé de disquette. Donc, non, de bobine, pardon. La TMS, la stimulation magnétique transcrânienne, d'accord. Alors, avec les traitements état de l'art, c'est-à-dire ce qui se fait mieux actuellement et ce qui est le plus étayé par la littérature, c'est assez spectaculaire. C'est-à-dire qu'en gros, les gens ils commencent le soin le lundi, le vendredi soir suivant, ils ont une amélioration qui est massive, voire ils sont guéris. C'est très impressionnant quand ça marche. Les taux de réponse, on les estime entre 60 et 70% des gens qui ont une dépression. Ça fait que 2-3 ans qu'on a ces techniques, donc je pense qu'avec le temps, ce qui va se passer, c'est que probablement ça va un peu être réajusté vers le bas, vous voyez, mais je pense que le 2/3, c'est une bonne fourchette. On a une question au milieu ici. Attendez, on va faire passer le micro. Alors, on avait 2 questions, je suis désolée, j'ai fait signer à la dame. On peut encore en prendre 2. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'avais juste une question parce que vous avez évoqué les enfants au début de votre intervention. Et ce que moi, j'entends et que je comprends à l'issue de cette conférence, c'est que malheureusement, pour les enfants et les adolescents, à part un suivi psychiatrique, voire psychothérapeutique, pour le moment, si je comprends bien, on ne peut pas parler de psychédéliques et encore moins des techniques que vous nous... Alors, effectivement, à l'heure actuelle, en pédopsychiatrie, on n'a pas le droit d'appliquer toutes les techniques dont je vous parle, mais c'est en train de changer. Par exemple, il y a des pédopsychiatres qui viennent me voir pour essayer de monter justement les essais cliniques, pour étendre par exemple l'indication de stimulation magnétique transcrânienne à l'adolescent. La stimulation du nerf vague, avant de rentrer dans le domaine de la psychiatrie, c'est un traitement de référence de l'épilepsie en neurologie, et c'est un traitement qui a déjà l'autorisation dans les populations pédiatriques. Donc en fait, il faut juste pousser la chose jusqu'au bout et faire les études pour la dépression de l'enfant, parce que c'est vrai que, notamment dans la maladie bipolaire, ça peut commencer très tôt, y compris à l'âge du collège, dans les formes très précoces. Et donc il y a potentiellement effectivement des patients éligibles. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas le cas et les études doivent être faites. On va en prendre une dernière encore, je suis désolée. Une seule. Alors, la jeune fille en bas. Voilà. Elle a pas mal de soutien autour. Donc je pense que la question est très intéressante. On y va. Attention, il ne faut pas se louper là. Parce que tout ce que vous avez, toutes les méthodes dont vous avez parlé ont l'air très prometteuses, mais quand je regarde mon entourage et d'expérience personnelle, j'ai l'impression que malgré le coût très élevé finalement de tout ce qui est psychologue et psychiatrie, ça reste très compliqué et j'ai l'impression qu'il y a 2 opposés assez radicales entre les psychiatres finalement qui donnent des médicaments très facilement sans suivi concret et juste des suivis psychologues qui déçoivent parfois les patients. Donc qu'est-ce que vous en pensez et quels conseils vous donnerez aux gens qui cherchent du soin? Oui, alors il y a plein de choses dans la question. Il y a un premier truc qui est le stéréotype psychiatre-psychanalyste versus psychiatre-médicament. Et en fait, je pense que ça, c'est un combat d'arrière-garde parce que c'est plus trop vrai, en fait. Je pense que les psychiatres d'aujourd'hui, en tout cas les plus jeunes, on peut en trouver des comme ça, il n'y a pas de souci, et moins, vraiment, et de moins en moins, je pense. Les psychiatres les plus jeunes manipulent de manière intégrative les médicaments, les techniques de psychothérapie validées, ça c'est important, toutes les techniques de psychothérapie ne sont pas validées,
mais celles qui le sont et sont parfois très importantes, comme les TCC exactement, sont des choses qui doivent être maîtrisées. Alors quand ils ne sont pas eux-mêmes psychothérapeutes formés, en général, ils ont un réseau de thérapeutes formés pour le faire, de la même manière que l'orthopédiste avec les kinésithérapeutes, en réalité. C'est un travail d'équipe. Et puis, il y a tout ce nouveau champ qui se développe. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. C'est que ça, c'est un stéréotype et clairement, c'est moins vrai, beaucoup moins vrai. Deuxième chose, il y a une autre réalité dans ce qu'il dit, c'est l'inégalité d'accès aux soins. Et c'est vrai que le maillage territorial, il est très très hétérogène. C'est sûr que quand vous vivez à Paris ou dans une grande ville européenne, les chances ne sont pas exactement les mêmes que quand vous vivez dans un environnement qui ne bénéficie pas d'une couverture d'universitaire, par exemple. Et c'est une réalité, et ça c'est un vrai problème de santé publique. Cela étant dit, il y a quand même des mesures. Vous voyez, l'Institut de neuromodulation que je dirige, c'est déjà une première ligne de réponse. C'est quelque chose qui a été financé dans le cadre des assises de la santé mentale, sur l'impulsion du président de la République. Et dans les missions de l'Institut, il y a ça. On a créé des interfaces de travail avec la psychiatrie conventionnelle. Et on est en train d'essayer de fabriquer ça. Comment est-ce qu'on sort du laboratoire toutes les techniques dont je vous parle et comment on transforme ça en filière de soins et comment les collègues qui ne sont pas sur-spécialistes de ça, ils font pour s'interfacer avec nous de manière efficace. Et parce que en fait, c'est un vrai sujet médical, c'est pas simple en fait. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Et merci pour toutes ces perspectives en psychiatrie. Merci beaucoup. Dans la session suivante, un sujet très présent dans le débat public, les nouveaux traitements de l'obésité. Rendez-vous à 16h30. À tout à l'heure.